Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une autre vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo lecture BD. Faisait un petit moment que j'en avais pas fait une et cette fois-ci ça va être sur des BD DC. Car c'était mes lectures récentes, c'était principalement sur des BD DC. Mais je vous rassure, prochainement je vais vous parler de BD indépendantes et Marvel, entre autres, car j'ai fait d'autres achats récemment. Mais pour l'heure actuelle, ça va être des BD DC et je commence sans plus attendre avec ma première BD. Qui est le tome 6 Rebirth de Batman. Tout le monde aime Ivy, qui est le sixième tome, comme j'ai dit, de l'univers Rebirth de Batman. Donc on continue à suivre les aventures de Batman dans sa lignée où qui se prépare à son fameux mariage avec Selina Kyle, alias Catwoman, qu'on a le droit depuis quasiment le premier tome des Rebirth, où ça a été vraiment le gros changement des histoires récentes de Batman. Ici, la BD est décortiquée en trois grandes histoires, même si je dirais que la première et la dernière sont plus ou moins courtes, et celle du milieu étant la principale est relativement longue. Mais on a droit à trois histoires assez distinctes qui vont permettre d'interagir avec différents personnages de l'univers de DC, mais aussi de l'univers de Batman précisément. La première histoire que j'ai trouvé vraiment c'est pas l'histoire la plus grandiose en soi, mais niveau émotion, niveau développement de personnage, c'est vraiment intéressant. C'est une histoire qui tourne autour de Batman et Wonder Woman. Les deux doivent s'entraider pour résoudre une histoire dans l'univers de Batman. Et ça fait vraiment une belle histoire et une belle interaction. J'ai trouvé ça très touchant. Et ça rejoint la thématique, encore une fois, du mariage de Catwoman et Batman. Mais c'est pas l'histoire la plus marquante de la BD. La BD, l'histoire principale de la BD qui porte le nom sur la BD en tant que telle, c'est Tout le monde aime Ivy. Et bien, c'est la méchante principale du tome 6, qui est Poison Ivy, qui est une super vilaine de l'univers de Batman, qui était mis un peu de côté dans les récentes histoires, mais qui est de retour ici en force, qui est une méchante très emblématique de l'univers de Batman. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une femme qui, suite à un accident, a développé des pouvoirs qui permettent de contrôler la nature et de créer des toxines qui permettent de contrôler les gens ou de les tuer. Et dans cette histoire-là qui est assez, ma foi, hallucinante. On a le droit à une Poison Ivy qui est vraiment rendu à un niveau assez fou en matière de nature. Et ça va mettre tout ça en contexte plein de liens avec l'univers de Batman. Et ça va mettre à rude épreuve ses compétences. Et même il va y avoir un enjeu quasi mondial avec cette méchante-là qui à la base n'est pas si énorme que ça. Mais dans le cas actuel, ils ont vraiment trouvé un moyen de la mettre de l'avant. J'avais pu la voir récemment dans c'est Batman. All-Star Batman. Je crois que c'est le tome 2 si je me souviens bien, qui est aussi des histoires dans l'univers Rebirth, où on suivait Batman à l'extérieur de Gotham. Il y avait une histoire, entre autres, avec Poison Ivy, qui était pas si marquante en soi, qui était intéressante, mais qui mettait pas en valeur cette méchante-là. Et ici, dans ce tome 6-là, vraiment est à l'honneur et ça fait du bien de prendre des méchants qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de voir régulièrement. Dans les BD récentes, on a le droit entre autres à Bane, au Joker, au Sphinx, des méchants classiques de Batman, mais c'est bien de temps en temps d'utiliser d'autres personnages pour rendre ça toujours frais un peu l'univers de Batman, car c'est quand même ancien, mais il réussit toujours bien à renouveler le genre. Et la dernière histoire que j'ai trouvée la plus mindfuck, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une histoire qui tourne autour, encore une fois, de Batman, de Catwoman, de leur mariage, mais cette fois-ci, c'est avec le personnage de Booster Gold, qui est un super-héros de l'univers de DC, qui est pas tant connu que ça, en tout cas particulièrement des lecteurs français. C'est un super-héros qui vient du futur, qui, grâce à diverses technologies, peut être un super-héros dans le présent. Et c'est un super-héros qui est très léger, très humoristique comme personnage à la base. Il n'y a pas nécessairement des histoires très profondes avec lui, mais ils ont trouvé un moyen de bien utiliser l'univers de Batman. Et l'histoire, à la fin, quand j'ai fini le livre, je suis resté silencieux pendant un moment, assis à fixer un point dans le vide, à tel point que l'histoire m'avait troublé, qui m'avait marqué. C'est le genre d'histoire que j'aime relire parce que c'est tellement des twists, c'est tellement une profondeur. Le moindre élément que je vous dirais, ça se pourrait l'histoire, mais c'est absolument, ça vaut le détour juste pour cette histoire-là qui, en mon sens, la plus marquante des trois dans la BD. Ça reste que la BD est excellente en soi, les dessins sont toujours à la hauteur. J'ai toujours aimé le design des BD de Batman récents surtout. Il y a un design très urbain, très combat de rue aussi, très réaliste. Il y a un beau souci du détail. Je vais essayer de montrer des images qui vont vous vraiment le détour. Regardez bien. Ça, c'est une page, une double page où on voit Batman et Wonder Woman se battre. C'est hallucinant la qualité.
J'ai trouvé ça très beau. Aussi un peu plus loin, je vais vous montrer l'apparence de Poison Ivy. J'ai trouvé intéressant parce que c'est le genre de personnages qui sont amusés beaucoup à le changer avec les époques. Et récemment, j'avais vu des versions qui avaient été vivement critiquées parce que Poison Ivy avait été pas mal, comment je faisais ça, sexualisé. Et dans le cas présent, on a une Poison Ivy qui je trouve très jolie, mais aussi très réaliste en termes de personnage. On peut voir ici sur les images, elle est normale. Oui, on a l'impression, on la reconnaît en tant que Poison Ivy avec ses fameux cheveux roux, mais elle a une belle robe verte et un peu plus loin, elle va avoir une tenue verte aussi. Mais ça reste comme très appréciable et très beau à voir. Et les designs avec la nature et son interaction avec sont très beaux. J'ai bien aimé son apparence, je trouve ça vraiment bien parce qu'il aurait pu retomber dans l'excès, ce qui arrive parfois par moment à travers l'univers. Il adapte les personnages, puis des fois c'est pas, malheureusement c'est pas l'idéal, mais il y a des moments où que, ben, ça corde mieux. Aussi le personnage de Booster Gold j'essaie de pas vous montrer une image qui spoil l'histoire, mais attendez, chaque image qu'on voit Booster Gold ça spoil l'histoire, mais je vais vous montrer quelque chose qui a vraiment de l'allure. Attendez, il me semble que j'avais vu une belle image tantôt en regardant ma BD. Regardez, ça c'est un très bon exemple de l'univers de Batman avec Booster Gold. C'est un héros, il est habillé en jaune doré. Il y a une espèce de drone qui le suit, c'est une espèce d'ordinateur du futur qui l'aide dans ses aventures. Et ici, on a une belle interaction. Puis c'est dans l'ambiance de Batman, j'ai vraiment apprécié ça. Je vais vous en montrer plus, mais ça spoilerait l'histoire de Booster Gold qui vaut, comme je disais, amplement le détour. Mais vraiment, tome 6, c'est dans les meilleurs des tomes Rebirth à date. Comme je disais, les 6 de sortie. Et dans les 6, ils sont quand même pas mal marquants. J'avais été très marqué par le quatrième. Par celui aussi particulièrement, et aussi par le premier. Je dirais que les autres sont bonnes en qualité, mais de temps en temps, ça alterne, et dans ce cas-ci, vraiment, ça reste toujours bon à aller. J'étais pas sûr au début de la relation, j'avais déjà parlé précédemment, de la relation de Batman et Catwoman en termes de mariage, mais finalement, ça s'accorde très bien, ça ajoute une nouvelle dynamique à l'histoire de l'univers de Batman. Donc vraiment, ça va amplement le détour. Si ça n'a pas encore commencé, le Rebirth Batman, c'est un choix indéniable en termes de DC. C'est toujours la qualité de l'univers de Batman. Il faut dire que j'ai un parti pris, c'est un de mes héros préférés. Et je suis pas le seul d'ailleurs, mais il reste que c'est du bonbon, c'est super bon à lire. Je vous le recommande chaudement. Je continue, je les ai pas en ordre alphabétique aussi, vous allez remarquer. Avec Flash. Rebirth, encore une fois, parce que je suis toujours dans le Rebirth, c'est le tome 4, La peur au ventre. Ici, on suit toujours le personnage de Barry Allen qui est Flash, que vous voyez ici sur l'image du cover, qui en mange une volée, si je peux dire. C'est la suite des événements directs des histoires précédentes. Et ici, c'est le grand retour un des plus grands méchants emblématiques de Flash, qui dans le fond Nega Flash, qui est en mon sens un des meilleurs méchants de l'univers de DC, qu'on peut voir entre autres dans la série de Flash et la série Legend of Tomorrow à la TV. C'est vraiment un méchant qui est complexe, qui est profond, qui a des motivations intéressantes, qui a une belle interaction avec Flash et son univers. Ici, ça tourne vraiment particulièrement autour de lui pour la quasi-totalité du tome, sauf à la fin. Il y a une introduction d'un nouveau méchant qui s'ajoute à la galerie des méchants de Flash. C'est un méchant que je pense qu'il va être assez marquant. Il serait intéressant à revoir dans l'avenir dans l'univers de Flash. Il y a beaucoup de temps en temps de personnages qui ajoutent comme ça des méchants, des gentils, tout ça. Mais la plupart du temps ne reste pas tant marquant que ça. Mais le nouveau qu'ils ont ajouté dans cette BD-là, un nouveau méchant que je vous laisse découvrir. J'ai trouvé très marquant. Vraiment, comme je dis, ce serait intéressant à revoir. Il y a des pouvoirs qui ont une interaction assez particulière avec les pouvoirs de Flash et avec le monde qui l'entoure. Ça ajoute vraiment des enjeux intéressants à Flash. Pour revenir à Nega Flash, qui est l'ennemi principal de la BD, vraiment ici on a un retour aux sources de ce méchant-là qu'on a pu voir à travers certaines BD de Flash récemment ou de l'univers de DC. Vraiment, il va avoir une interaction profonde avec Flash, on va comprendre beaucoup mieux ses motivations. Je connaissais déjà, mais pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment le méchant, c'est vraiment une belle mise en contexte. On s'attache vraiment à ce méchant-là. À cet instant, ça me faisait penser à Loki dans les films Marvel. C'est un méchant qu'on apprécie pour ce qui est, son histoire, sa complexité. Ici, c'est le même principe. Ça vaut amplement le détour. Et vraiment, j'ai été surpris par la tournure de certains événements dans la BD. À chaque dialogue de Nega Flash, moi, ça me fascine. Il y a aussi, ils font de temps en temps des crossovers, mais ici on a une belle image en double. En début d'histoire, il y a une petite histoire avec Green Lantern, Hal Jordan, parce que ces deux héros-là sont des amis dans les comics depuis quasi toujours. Et donc j'avais oublié une petite histoire avec eux qui va faire le lien avec ma prochaine BD que je vais vous parler. Mais ce que je vais vous montrer, c'est Nega Flash, qui est, à mon sens, vraiment
percutant. Ici, c'est sa première interaction dans le retour d'univers de Flash. Il va s'attaquer à Iris West, qui est la copine de Flash. Et vraiment, ses dialogues sont on a misé à décerner le vrai du faux, mais aussi ses motivations au début. Puis il y a un côté genre, vous pouvez rien faire contre moi. J'ai vraiment apprécié de le revoir. Car j'adore entre autres particulièrement la série Flash, mais j'avais déjà lu dans d'autres BD de DC, entre autres de Flashpoint Paradox, que je vous invite à découvrir. Mais ici, j'ai vraiment aimé ça. Je suis content parce que j'aime les méchants de Flash, mais en tant que tel, celui que j'adore revoir, c'est un peu comme le Joker chez Batman, c'est ce méchant-là. Et les combats, les scènes d'action, le montage, c'est quelque chose, c'est brutal même par moments. J'aime les couleurs aussi, parce que chaque univers de super-héros de DC met à l'avant des couleurs vraiment particulières. Ici, c'est surtout le rouge, le jaune, le bleu qui va être mis plus de l'avant. C'est très... comment je pourrais dire ça c'est à l'image des pouvoirs de Flash. On a toujours l'impression que ça bouge, que c'est en déplacement. C'est percutant aussi. Regardez ici, c'est Flash qui court sur le tapis de Speed Force, en anglais la force véloce pour se déplacer. Et l'effet de lumière est vraiment. On a vraiment l'impression qu'il est en train de se téléporter. C'est magnifique. Je me suis arrêté à plusieurs reprises dans les dessins de Flash pour observer ça. Ici, on a, comme je parlais de l'origine de Nega Flash et les premières interactions avec Flash. C'est vraiment bien, puis c'est comme dessiné un peu plus en cartoon, si je peux dire. C'est plus léger, c'est plus joyeux, on n'a pas le ton sombre. Et quand on vient au présent, c'est là que ça vient plus sombre, les couleurs sont plus ternes. Puis c'est je dirais ça des méchants les plus intéressants dans les comics récents de Flash, puis aussi de sa complexité. Je sais que je me répète un peu sur certains points, mais il faut le voir pour le comprendre. C'est un méchant. Regardez, je vous montre encore une image. Là. Regardez la prestance de ce méchant-là. Là. Il y a Flash qui est au sol, puis il est dessus, puis il le domine, puis il va le ramasser. Pourtant, leurs pouvoirs sont les mêmes, mais c'est la façon qu'il agit. Puis aussi, il y a une nouveauté aussi dans cette BD-là. Flash va avoir ses pouvoirs vont être altérés. Il va découvrir des nouvelles habilités à ses pouvoirs. Et ça va lui causer beaucoup de problèmes, entre autres dans ses missions à Central City, qui sont sa ville. Et c'est pas encore réglé dans les BD, mais ça apporte vraiment un paquet de questionnements sur l'avenir de ce personnage-là. Parce que est-ce que ça va être permanent dans le sens à long terme, ou il va y avoir un changement... il va être corrigé bientôt, mais dans ses nouveaux pouvoirs, c'est brutal, c'est intéressant, mais je suis pas encore convaincu de la nécessité d'ajouter des pouvoirs comme ça à ce personnage-là. Mais c'est à voir, mais ça ajoute vraiment quand même quelque chose d'intéressant, une interaction intéressante, entre autres avec son sidekick qui est Kid Flash. Mais dans l'ensemble, c'est bon à lire Flash. Autant si vous aimez la série TV que vous voulez découvrir une nouvelle DC, mais quelque chose d'assez bien, ça vaut le détour amplement. C'était pas la première série que j'avais commencé, parce que je lisais déjà beaucoup de BD. J'écoutais beaucoup de séries, je veux dire, de Flash. Mais j'ai embarqué maintenant, j'ai hâte à chaque tome qui sort. Ils sortent pas aussi vite que d'autres personnages de DC. Batman, c'est celui qui sort le plus souvent. Suicide Squad aussi, il sort souvent. Mais Flash, il est rendu. À Batman, on est à 6. Flash, on est à 4. Donc, il est dans le 2 de moins, mais chaque tome est excellent à voir. J'avais beaucoup aimé le troisième, entre autres. Le retour des Lascars, qui sont un paquet de méchants de Flash très iconique. Mais celui-ci amène du lourd et beaucoup de questions pour l'année parce qu'il révèle quelques éléments pour les futures histoires de Flash qui posent beaucoup de questions. C'est un peu le principe de Flash avec la temporalité et tout ça. Donc, une autre lecture à découvrir. Et je termine mon tour d'horizon de mes BD que j'ai lu récemment avec le tome 3 de Green Lantern Rebirth, le prisme temporel. Toutes ces BD-là, c'est chez Urban Comics, évidemment. Je suis en retard pour Green Lantern, puis c'est la dernière série que j'ai commencé. Il y a 4 tomes de sortie à l'heure actuelle. Je viens de me procurer le dernier tome. Donc, je serai bientôt plus en retard dans mes lectures. Mais je le suis actuellement, mais ça reste que c'est une bonne histoire. On est toujours en train de suivre le corps des Green Lantern qui essaie de se reconstruire après les événements récents qui s'est passé dans les précédents tomes. Et aussi sa reconstruction avec les Yellow Lanterns, qui est le corps des Lanternes de la peur. Ensemble, ils vont devoir trouver un moyen de cohabiter, car sinon, ils n'arriveront pas à exister. Et donc, ça amène vraiment quelque chose de nouveau à l'univers des Green Lantern.
parce que c'est quelque chose, c'est des ennemis mortels depuis toujours, et des réunir comme ça, c'était vraiment osé, mais ça cadre bien, il le montre très bien dès le début de cette BD-là. On a les premiers pas de ces deux entités-là ensemble, et il y a beaucoup de friction, beaucoup d'interactions, mais c'est très complémentaire. Comme pour toutes les BD DC Urban Comics, on a ici un glossaire et un résumé de ce côté-là de l'histoire, et on peut vraiment voir les personnages principaux qu'on va retrouver dans la BD, entre autres Hal Jordan, Jon Stewart, Kyle Rayner, le pèlerin, je pense que ça s'appelle en français, le pèlerin qui est le Saint Walker en anglais, qui est le chef des Blue Lanterns, on peut le voir sur l'autre page ici. C'est un lanterne bleu qui va réapparaître dans cette BD là, mais c'est pas vraiment un spoil parce qu'on le voit rapidement dès le début. Mais ça, la BD se concentre vraiment sur la reconstruction de ces deux groupes là. Il n'y a pas tant d'action percutante dans la BD. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bon comme histoire. C'est vraiment beaucoup sur les dialogues, sur l'évolution des personnages. Il y a vraiment une belle évolution. Il y a des nouveaux personnages qui s'ajoutent. Certains que je connaissais pas vraiment ou pas en règle générale. Mais j'ai aimé les voir. J'aime beaucoup le vert. C'est une couleur des fois qui peut déranger. Mais j'aime beaucoup le vert dans les BD Green Lantern. C'est un beau vert vraiment doux et un peu fluorescent ces bords, qui est agréable à voir. C'est un peu dur de le montrer en image, c'est une couleur assez fluorescente, mais c'est vraiment bien. Puis il y a des beaux montages, comme ici, pour montrer l'évolution d'une action dans l'histoire. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Puis j'ai aimé voir dans le sens... On suit souvent Hal Jordan dans les BD Green Lantern, et depuis Rebirth, on a tendance à les montrer tous, les lanternes importants. Et donc ici, on va voir vraiment Jon Stewart plus à l'avant, Kyle Rayner. Il y a aussi, j'ai un blanc, comment il s'appelle, Guy Garner aussi, qui est un autre humain, Green Lantern. J'ai vraiment apprécié ça. Il y a des tournants d'histoire qui m'ont choqué un peu, je le cacherai pas. Il y a un passage principal de l'univers des Green Lantern qui arrive de quoi d'assez terrible. Qui n'est pas montré négativement en ça pour l'instant. Je sais pas où ils veulent aller avec ça, mais j'ai trouvé ça assez choquant de voir ça. Vu que ça a pris une grosse évolution avant qu'il arrive là, et qui, en tout cas, vous allez comprendre quand vous allez le voir, mais je trouve ça assez choquant. Et regardez bien le contraste entre les couleurs ici. On a un beau vert et un beau bleu, puis ça montre vraiment la division des lanternes, mais en même temps leur démarcation. J'aime beaucoup ça, c'est un élément qui est très particulier des BD Green Lantern. C'est l'emphase vraiment beaucoup plus poussée ces couleurs, étant donné que chaque lanterne est représentée par une couleur. Aussi, une autre interaction ici, comme j'ai dit, les Green Lantern et les Red Lantern, pas les Red Lantern, excusez-moi, les Yellow Lantern doivent s'entraider. On le voit ici, il y a un duo qui s'est créé, qui sont deux lanternes des univers respectifs, qui doivent s'entraîner à faire une enquête. Il y a des beaux dialogues qui montrent que finalement ils sont pas si différents que ça entre les deux. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. L'histoire s'accélère vers la fin avec il y a un nouvel ennemi qui arrive comme étant quelque chose d'énorme, de terrible, mais finalement c'est pas si marquant que ça en soi. C'est pas le méchant le plus marquant. Il amène des enjeux qui bouleverse l'univers des lanternes en soi, mais en règle générale, c'est pas ce qui va rester en mémoire de ces personnages-là, même si à la fin, ça cause plusieurs problèmes. Dans l'ensemble, c'est pas... C'est ce que j'ai pas... C'est comme une sorte de conclusion aussi avec des événements antérieurs des Green Lantern, mais en mon sens, j'ai pas été très emballé par la fin de la BD. Le méchant, il est pas... je veux dire, il est intéressant, là, mais je veux dire, même son origine... Je l'ai un peu catché avant même qu'il la révèle. Il reste qu'il y a des belles scènes d'action avec les autres lanternes. Les combats là-dedans, c'est toujours intéressant parce qu'ils peuvent créer des objets. Donc, des fois, tu as des avions. Tu vois, regardez, je parlais d'avion, puis justement, je tombe sur une page avec. On peut voir sur cette page-là un Green Lantern qui a créé un avion en lumière verte. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup des lanternes, c'est le fait de créer des objets. Il y avait un film des Green Lantern, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, il y a quelques années avec Ryan Reynolds qui essaie de faire une origine de l'univers des Green Lantern et de DC. Et ça avait été ramassé autant critique que box-office. Par contre, j'avais aimé l'aspect visuel du côté des pouvoirs des Green Lantern. Le fait qu'ils peuvent créer les objets qu'ils veulent, j'avais été fasciné par ces pouvoirs-là. D'où le fait que j'ai décidé de reprendre mes lectures des lanternes en français. Et je suis vraiment content. Par contre, si je peux... Je sais qu'ils ont leur propre histoire ailleurs, mais il y a deux personnages des Green Lantern qui sont pas présents ici, qui sont la nouvelle génération des lanternes, des Green Lantern. Et je sais qu'on peut les suivre dans les Justice League, que je n'ai pas encore entamé, mais que ça s'en viendrait bientôt. Mais il y a à peine de mention d'eux dans
dans ces BD-là, dans tous les tomes sortis, et pourtant ils sont importants parce ils sont liés à cet univers-là. Il y a une crise dans l'univers des Green Lantern et pourtant ils sont à peine mentionnés. Donc je sais pas s'il y a une logique, si c'est parce qu'il y a un impact avec la Justice League, mais c'est peut-être un petit reproche, j'aurais voulu les voir un peu, parce que je m'étais intéressé au nouveau Green Lantern, même si je reste un fan des originaux, surtout Guy Garner et Al Jordan, et aussi John Stewart. Kyle Reiner, je le trouve moins intéressant en soi. Mais dans l'ensemble, c'est 3 bonnes lectures qui vaut amplement le détour. C'est la preuve que DC reste dans la bonne lignée. Je suis curieux de voir la suite. Je sais que le prochain tome de Batman est déjà en route. Il devrait sortir, je pense, c'est le mois prochain, le tome 7. Puis ça va tourner autour du Joker et du mariage de Batman. J'ai bien hâte de voir ça. Le tome 4 des Green Lantern, je me le suis procuré. C'est encore une fois autour de la reconstruction des 2 corps lanternes principales, les verts et les jaunes. Et pour Flash, c'est pas pour l'instant encore prévu. Quand il sort au compte-gouttes lui aussi. Mais j'ai bien hâte de les suivre. Et donc, c'était mes lectures récemment de DC. Comme je dis, je vous promets dans mes prochaines vidéos des lectures plus variées. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite à commenter, à liker, à partager mes vidéos et aussi d'aller sur ma page Facebook de Matt Bellec 2.0. Vraiment, suivez-moi là. N'hésitez pas à commenter, à me dire, à m'écrire des messages. Certains, vous m'avez déjà écrit. Je m'en sers pour mes contenus. Je suis en train de préparer une vidéo à la demande de certains fans. Mais avec le temps que j'ai en ce moment, c'est pas évident. Mais bon, je fais avec ce que je peux. Donc voilà, c'était mes lectures. Je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite des bonnes lectures.